Le 15 octobre 2025, à 14h07 UTC, les instruments du télescope spatial SOHO enregistrèrent une séquence que personne n'avait jamais vue auparavant. 3 formes sombres, nettes, traversant le disque du Soleil. Pas des taches, pas des artefacts, pas des pixels morts. Des objets. Leurs silhouettes glissaient, parallèles, comme si elles partageaient une trajectoire. 43 secondes plus tard, le Soleil explosa. 3 éruptions successives, alignées sur le même axe. 3 ombres, 3 feux. Ce n'est pas un hasard, murmura Carl Battams, du Naval Research Laboratory. Mais si ce n'est pas un hasard, alors c'est quoi? Les équipes de la NASA parlèrent d'une anomalie instrumentale, d'une interférence entre le flux de particules et la caméra LASCO. Mais Paul Chodas, directeur du Center for Near Earth Object Studies au Jet Propulsion Laboratory, refusa d'effacer la séquence. Il nota que l'intensité du flux solaire avait augmenté d'un facteur 1,03 pendant les 8 secondes suivant le passage des ombres. Une coïncidence qui, statistiquement, ne devrait jamais se répéter 3 fois d'affilée. Si le Soleil réagit, écrivit-il, alors peut être qu'il perçoit. Dans les heures suivantes, les observatoires au sol confirmèrent les 3 éruptions. Pas d'erreur, pas d'illusion. Mais personne ne parla des objets. Les communiqués officiels se limitèrent à la météorologie spatiale, activité solaire anormale, mais sans conséquence. Pourtant, les archives internes racontaient autre chose. Le canal 14 du flux de données SOHO, celui que peu d'ingénieurs consultent, montrait une perturbation dans le spectre infrarouge, juste au moment du passage des ombres. Une signature magnétique, faible mais cohérente, comme un battement de cœur dans la lumière. Sarah Gibson, spécialiste de la dynamique solaire au Goddard Space Flight Center, étudia ces variations pendant plusieurs nuits. Elle constata que les 3 pics d'énergie correspondaient à un motif déjà observé. En 2012, lors de la tempête de Carrington inversée, un événement où le champ magnétique solaire s'était replié sur lui-même. Mais cette fois, la cause n'était pas interne. Quelque chose avait provoqué cette inversion de l'extérieur. C'est comme si le Soleil avait eu un réflexe, dit-elle, comme un organisme qui se défend. À Paris, Éric Kemmerer, du CNRS, divisé par l'Atmos, utilisa l'instrument SWAN pour analyser les flux d'hydrogène autour du Soleil. Il découvrit une baisse brutale de densité, suivie d'une onde de polarisation négative. Un phénomène rarissime, où la lumière semble se plier vers l'observateur au lieu de se diffuser. Il envoya un rapport succinct à son ancien collègue Jean-Louis Berthaud. La lumière s'est retirée pendant 30 secondes. Pas éteinte, mais absente. Berthaud répondit quelques heures plus tard, d'une écriture lente. L'absence, parfois, est une forme d'autodéfense. Les forums d'astronomes amateurs s'enflammèrent. Certains parlèrent d'objets interstellaires, d'autres d'artefacts extraterrestres, mais les scientifiques, eux, restèrent prudents. Ils savaient que la science n'est pas faite pour croire, elle est faite pour mesurer. Pourtant, personne ne pouvait ignorer cette succession. 3 ombres, 3 éruptions, puis un blanc dans la lumière. Avi Loeb, à Harvard, publia une courte note dans The Astrophysical Journal Letters. Si une comète ou un corps artificiel pouvait interagir avec le Soleil à cette échelle, cela signifierait que la conscience énergétique existe déjà à l'échelle stellaire. Il fut ridiculisé par certains de ses pairs, mais son idée resta dans l'air. Et si la conscience n'était pas une propriété de la matière vivante, mais une propriété de la lumière elle-même, pendant ce temps, la NASA conserva le silence. Les enregistrements du 15 octobre furent transférés vers un serveur non public, officiellement pour vérification. Mais un ingénieur du JPL, sous anonymat, écrivit dans un mail « Ils ne veulent pas savoir ». Parce que savoir, ce serait devoir expliquer pourquoi le Soleil réagit. Le narrateur reprend « Depuis toujours, nous observons le Soleil comme un objet. Mais et si c'était lui,
Depuis le début, qui nous observait? Le ton se fait plus bas, plus lent. Les questions se succèdent, presque comme une prière. Pourquoi 3 ombres, et pas une? Pourquoi maintenant, alors que nos sondes approchent pour la première fois de sa couronne? Et pourquoi ce silence? Juste après, la séquence s'achève sur l'écran du narrateur. 3 traces sombres qui traversent la lumière, puis disparaissent dans la blancheur totale. Ce jour-là, conclut-il, le soleil n'a rien dit, mais j'ai eu l'impression qu'il venait de répondre à une question que nous n'avions pas encore posée. Le 17 octobre 2025, 2 jours après l'événement du 15, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory reçurent un ordre inhabituel. Vérifier la cohérence des données de télémétrie de SOHO, Parker Solar Probe et Solar Orbiter et isoler les séquences non exploitables. Aucune explication ne fut donnée, mais ce qu'ils découvrirent les laissa perplexes. Les 3 missions appartenant à 3 agences différentes, la NASA, l'ESA et le CNES, avaient perdu la transmission exactement pendant les mêmes 47 minutes. Sarah Gibson, spécialiste du champ magnétique solaire, fit remarquer: ce n'est pas une panne, ce n'est pas non plus une coïncidence, c'est une synchronisation. Le mot synchronisation ne figure dans aucun manuel de défaillance. Mais ici, tout indiquait un acte délibéré ou quelque chose de plus étrange, une réaction simultanée d'un système d'observation à un phénomène qu'il ne peut pas interpréter. Les équipes commencèrent à comparer les logs. Même latence, même réinitialisation automatique, même réveil au millième de seconde près. Le soleil n'avait jamais été aussi stable. Et pourtant, les instruments s'étaient endormis. C'est comme si l'univers avait fermé les yeux, dit Gibson. Au CNRS divisé par l'Atmos, Eric Kemmerer tenta de récupérer les trames manquantes du satellite SOHO. Les fichiers existaient, leur taille, leur durée, leur empreinte temporelle aussi. Mais le contenu était blanc, pas noir-blanc. Une saturation parfaite, uniforme, sans bruit électronique. Il écrivit à Jean-Louis Berthaud: « Ce n'est pas une perte d'information, c'est une neutralisation. » Berthaud répondit quelques heures plus tard, d'une voix fatiguée mais lucide: « Alors, la lumière s'est protégée. » Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas reçut les premières hypothèses techniques. Certains évoquèrent un bug de compression JPEG, d'autres, une interférence avec le champ de rayonnement cosmique. Mais les probabilités de panne simultanée entre 3 sondes indépendantes étaient inférieures à 0,000004%. La science n'aime pas les impossibilités, nota Chodas dans son journal. Alors, elle les renomme. Pendant ce temps, Avi Loeb, à Harvard, fut contacté pour donner son avis sur le phénomène. Il répondit brièvement: « Une absence cohérente est un langage. Si la lumière disparaît partout au même moment, c'est peu. Être qu'elle a voulu dire? Non. » Ces mots furent cités puis supprimés du rapport officiel. Les médias, eux, se saisirent du vide. 3 télescopes plongés dans l'obscurité. Le soleil fait taire la NASA. Mais la réalité était plus insidieuse. Aucun blackout total. Seulement une absence contrôlée. Une obscurité intelligente. À Paris, Kemmerer réunit ses collaborateurs. Il projeta les images. 3 bandes blanches dans 3 flux différents, parfaitement superposés. Il resta silencieux un long moment, puis demanda: « Et si le soleil n'avait pas éteint nos caméras? Et si c'était nos caméras qui avaient refusé de le voir ?» Une hypothèse terrifiante, car si les instruments refusent l'observation, c'est que l'objet observé met en péril leur fonction même, comme un miroir qui rejette le reflet. Noor Rawafi, directeur scientifique de la Parker Solar Probe, remarqua un détail passé inaperçu. Pendant le blackout, le détecteur d'ondes plasma de Parker enregistra une baisse brutale du bruit électromagnétique ambiant. Pas de saturation, pas de pic, un vide sonore, une tranquillité impossible.
Le silence est une réaction physique, dit-il. Ce n'est pas une panne, c'est une adaptation. Cette idée prit racine. Et lentement, dans les couloirs de la NASA, on commença à murmurer un terme nouveau. The Reflex Event. Un moment où l'univers, observé, se contracte sur lui-même, comme un organisme irrité par la curiosité de ceux qui le scrutent. Sarah Gibson en parla dans une réunion interne. Nous avons bâti des yeux pour observer le soleil, mais peu. Être que ces yeux partagent déjà son instinct, celui de se fermer quand la lumière devient trop forte. Un silence pesant suivit. Personne n'osa la contredire. Le lendemain, Paul Chodas proposa un test. Récupérer les horodatages internes de Soho et Parker et les comparer aux signaux atomiques du Deep Space Network. Résultat, les horloges des sondes avaient ralenti de 2-3 secondes pendant le blackout, comme si le temps lui-même s'était contracté. Ce n'est pas un effet relativiste, écrivit-il. C'est un effet de mémoire. Le narrateur reprend. Et si le soleil n'était pas un objet, mais un filtre, un être qui décide ce que nous avons le droit de percevoir de lui. Il marque une pause, puis ajoute, presque à voix basse, « La lumière, dans son excès, n'éclaire plus rien. Elle aveugle. Et peut être que c'est sa manière de se défendre. » Le soir, dans son bureau du CNRS, Kéméré nota une phrase dans son carnet. « Ce que nous appelons observation n'est peut être qu'une forme raffinée de déni. » Il referma son stylo et contempla l'écran où s'affichait encore la tache blanche, parfaite, silencieuse, un rectangle de vide au milieu du soleil. Le 19 octobre 2025, 2 jours après ce que les chercheurs appellent désormais l'événement réflexe, les instruments du satellite SOHO reprirent leurs mesures normales. Mais rien, dans les nouvelles données, ne semblait vraiment normal. Les signaux lumineux provenant du secteur où les 3 ombres avaient traversé le Soleil étaient polarisés, à l'envers. Dans le jargon scientifique, on appelle cela une polarisation négative, une lumière qui ne se comporte plus comme un témoin, mais comme une contradiction. Au lieu de se diffuser, elle revient sur elle-même, comme un mot prononcé à rebours. Éric Kéméré, du CNRS divisé par l'Atmos, fut le premier à remarquer l'anomalie. Il passa 3 nuits à recalibrer les spectres, convaincu d'une erreur de lecture. Mais plus il corrigeait, plus la courbe refusait de se plier à la théorie. La polarisation restait négative, comme une signature obstinée. La lumière n'obéit plus à la matière, écrivit-il dans son carnet. Elle obéit à sa mémoire. Le 20 et 1 octobre, Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, reçut les mêmes résultats des instruments UV du Solar Orbiter. Même inversion de polarisation, même angle de rotation, comme si le phénomène se répétait à travers l'espace. « Ce n'est pas un effet optique, » déclara-t-elle. « C'est un comportement. » Le mot fit frissonner la salle, parce qu'un comportement, c'est une intention. Et l'intention n'a pas sa place dans les lois de la physique. Avi Loeb, contacté depuis Harvard, proposa une hypothèse audacieuse. Et si la lumière interagissait avec un champ organisé, une structure cohérente peut être artificielle. Dans ce cas, la polarisation n'est pas inversée. Elle est orientée par choix. Il cita les travaux récents sur les métamatériaux photoniques, des surfaces capables de manipuler la phase et la direction de la lumière. Une technologie que l'humain commence à peine à maîtriser à l'échelle microscopique. Mais ici, l'effet se produisait à l'échelle stellaire. Si c'est artificiel, dit Loeb, alors quelqu'un a appris à parler le langage du Soleil. Paul Chodas, au Jet Propulsion Laboratory, refusa d'employer le mot artificiel. Il préféra parler d'un phénomène optique exotique. Mais il ajouta, dans une note interne, « Ce phénomène ne répond pas à la diffusion de Mi, ni à celle de Rayleigh. C'est autre chose, quelque chose qui choisit. » À Paris, Kéméré projeta les spectres en salle de conférence. Les courbes s'entrecroisaient
comme deux voix désaccordées. Une lumière qui dit oui et une autre superposée qui répond non. Ensemble, elles produisent une interférence stable, un équilibre impossible. C'est une dualité parfaite, dit-il. Une lumière qui refuse de choisir son camp. Un silence suivi. Parce qu'au fond, tout le monde savait que c'était une métaphore de nous-mêmes. Les ingénieurs de l'ESA, gênés, proposèrent une explication administrative. Un défaut de calibration des capteurs après la surchauffe. Mais une semaine plus tard, le même schéma fut détecté par Parker Solar Probe à 9 millions de kilomètres seulement de la surface solaire. Impossible de blâmer les capteurs. Impossible de rejeter la symétrie. Noor Rawafi, directeur scientifique de la mission, résuma la situation ainsi. Ce que nous voyons, ce n'est pas un reflet. C'est une conversation entre la lumière et elle-même. Les médias s'emparèrent de la formule. La lumière se parle à elle-même. Mais dans les laboratoires, personne ne trouvait ça drôle, parce que le phénomène se propageait. La polarisation négative fut repérée aussi dans les images infrarouges de la NASA, prises au même moment par le satellite TESS. 3 instruments, 3 longueurs d'onde, une seule inversion. Un écho global, nota Gibson, comme si le soleil avait changé de ton. Un soir, dans son bureau, Kemmerer relut toutes les données. 3 semaines, 3 anomalies, 3 coïncidences. Toujours le même motif ternaire. Il nota presque machinalement 3 ombres, 3 éruptions, 3 inversions. Le langage du soleil semble aimer le chiffre 3. Puis il ferma son carnet et resta immobile, parce qu'il venait de se rendre compte que son propre instrument Swan avait aussi été calibré par série de 3 filtres, 3 séquences, 3 couleurs. Et il se demanda si ce qu'ils appelaient cohérence n'était pas, en réalité, une synchronisation plus profonde. Avi Loeb envoya un dernier message à ses collègues. « Vous pensez encore que nous observons le soleil ? Mais et si c'était lui qui observait nos instruments et qu'il répondait en ajustant sa lumière pour qu'on ne le comprenne jamais totalement ?» Le narrateur reprend. La science cherche la vérité dans la stabilité. Mais parfois, c'est l'instabilité qui dit la vérité. Il marque une pause. Sa voix devient presque un murmure. Quand la lumière change de polarité, elle ne renie pas la physique. Elle la réécrit. Et dans la pénombre des salles d'observation, les écrans continuent d'afficher ces ondes inversées, ce battement immobile entre le visible et l'invisible. Une lumière qui, peut être, commence à apprendre notre langue, ou qui, depuis toujours, nous parle dans la sienne. La polarisation négative, conclut le narrateur, n'est pas une anomalie, c'est une réponse. Le 22 octobre 2025, la trajectoire de 3i divisée par Atlas l'amena à moins de 0, 5 unités astronomiques du Soleil. À cette distance, la température dépasse les 1400 degrés Celsius et aucune comète connue n'y survit entière. Leur cœur, composé de glace et de silicate, s'évapore, laissant une queue flamboyante, le dernier soupir d'un corps condamné. Mais celle-ci, non, pas de queue, pas de vapeur, rien, juste un point fixe, froid, glissant dans la lumière comme un insecte sous la peau d'une étoile. Elle ne brûle pas, nota Carl Battams, du Naval Research Laboratory. Elle ignore le soleil. Paul Chodas, au Jet Propulsion Laboratory, reçut les calculs orbitaux. Le mouvement restait parfaitement stable, malgré la poussée radiale du vent solaire. Pas de perturbation, pas d'érosion détectée. C'était comme si l'objet refusait la gravité. « C'est une pierre qui flotte dans le feu », écrivit-il à Sarah Gibson. Et le feu semble la respecter. Noor Rawafi, directeur scientifique de la mission Parker Solar Probe, étudia les relevés magnétiques pris au même moment. Une baisse soudaine du flux de particules, accompagnée d'une inversion locale du champ électrique. Le soleil semblait se calmer. Un creux dans la tempête,
Un silence au cœur du rugissement. Ce n'est pas un obstacle, c'est une pause, dit-il. Le soleil l'a reconnu. Ces mots restèrent dans les archives, non validés, mais soulignés en rouge par un ingénieur anonyme. À Paris, Éric Kemmeret analysa les données de Swann, l'instrument qu'il avait conçu avec Jean-Louis Berthaud. Il constata une anomalie thermique. La région autour d'Atlas émettait moins de rayonnement infrarouge qu'avant son approche. La chaleur semblait absorbée, digérée, comme si la comète buvait la lumière au lieu de la refléter. Un corps froid qui se nourrit du feu, écrivit-il. C'est la définition d'une énigme. Pendant ce temps, à Harvard, Avi Loeb reçut un rapport de la NASA sur la composition spectrale de l'objet. Les proportions de nickel et de fer indiquaient une densité équivalente à celle d'un alliage industriel, plus homogène que n'importe quelle roche cométaire. Il nota: soit c'est une erreur, soit la nature vient de construire un métal parfait. Dans les couloirs du Goddard Space Flight Center, Sarah Gibson tenta de calmer la frénésie. Ce n'est pas une technologie, c'est un comportement physique que nous ne comprenons pas encore. Mais ses collègues n'étaient pas convaincus. L'un d'eux murmura: et si la compréhension n'était pas le but? Les images du SOHO, reconstituées à partir des filtres bleus, montraient autre chose. Une lueur verdâtre, diffuse, s'étendant autour de l'objet. Les comètes vertes existent. Leur couleur provient du carbone diatomique. Mais cette fois, le spectre indiquait une émission dominée par l'hydrogène excité. Or, à cette distance, l'hydrogène aurait dû s'évaporer depuis longtemps. Pourtant, il persistait. Un souffle d'hydrogène au milieu du feu, nota Kemmeret. Une trace de vie élémentaire. Le 23 octobre, une tempête solaire de classe X éclata. Une vague d'énergie qui aurait dû pulvériser tout ce qui se trouvait sur son passage. Mais, au lieu de disparaître, Atlas resta immobile, au centre exact de l'éruption. Pendant quelques secondes, la caméra Lascaux 3 montra une chose presque impossible. Le soleil semblant contourner l'objet, comme une rivière contournant un rocher. Paul Chodas écrivit dans son rapport: le flux de plasma suit la courbure d'un champ invisible, comme si quelque chose protégeait la comète. Nour Rawafi confirma depuis par cœur: les particules se dispersent avant impact. Pas d'absorption, pas de choc, simplement une déviation douce. Il utilisa un mot rarement employé dans les rapports scientifiques: bienveillance. À Harvard, Avi Loeb fit un parallèle avec les expériences de laboratoire sur les plasmas confinés. Ce que nous voyons, c'est la version cosmique d'un tokamak, une structure qui stabilise le chaos magnétique. Puis il ajouta: si c'est naturel, alors la nature pense. Et si ce n'est pas naturel, alors quelqu'un d'autre pense à travers elle. Pendant ce temps, Sarah Gibson remarqua un détail que personne n'avait encore vu. La lumière émise par la couronne solaire autour de l'objet semblait se polariser à nouveau, mais cette fois, à l'endroit, comme si la comète avait rendu à la lumière son sens d'origine. Elle est entrée dans le feu, en niant la lumière, et elle en ressort en la rétablissant, dit-elle. Le narrateur prend le relais, sa voix presque étouffée par le silence qui suit. Une comète qui ne brûle pas. Un soleil qui se tait. Des instruments qui hésitent. Ce n'est pas la mort de la matière que nous observons, mais la naissance d'une idée que la survie peut être une forme de dialogue. Dans les bureaux du CNRS, Kemmeret griffonna sur un post-it: elle n'a pas défié le soleil, elle l'a écouté. Puis il colla le papier sur son écran avant d'éteindre la lumière. Le lendemain, le Solar Orbiter transmit sa dernière image avant la perte de contact. Un halo bleu, presque circulaire, entourant un point noir parfaitement défini. Un silence de pixels, un abîme lumineux. Jean-Louis Berthaud, consulté pour avis, murmura une phrase que ses collègues n'oublieront jamais. Quand le feu reconnaît quelque chose de plus ancien que lui, il s'incline. Et dans ce geste imaginaire, un soleil qui s'incline devant une comète.
Naquit une question qui allait hanter tous les chercheurs, et si ce que nous appelons feu n'était qu'une autre forme de mémoire, une mémoire qui brûle pour se souvenir. Le 25 octobre 2025, à 2h40, et un UTC, les instruments de SOHO et du Solar Orbiter de l'ESA se synchronisèrent pour suivre le passage final de 3i, divisé par Atlas, après sa traversée de la zone solaire. Mais ce qu'ils renvoyèrent ne ressemblait à rien de connu. Les fichiers existaient, même taille, même durée, même métadonnées, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Pas de pixels, pas de gradient. Juste une lumière blanche, homogène, parfaite. Une saturation absolue. Ce n'est pas une perte de données, dit Éric Kemmerer en fixant son écran. C'est une soustraction. Le protocole exigeait une vérification croisée. Le Jet Propulsion Laboratory, le Goddard Space Flight Center et le Naval Research Laboratory furent mobilisés. Partout, la même constatation. Les données n'étaient pas corrompues, elles étaient vides par intention. Carl Battams écrivit à Paul Chodas. On dirait qu'on a enregistré le silence, et que le silence a signé les fichiers. Sarah Gibson, au Goddard, refusa d'y croire. Elle demanda aux techniciens de réouvrir les trames à l'aide d'un algorithme de déconvolution photonique utilisé pour restaurer des signaux saturés. Résultat, rien. Ou plutôt un rien très précis. Une uniformité spectrale impossible. Même le bruit de fond quantique avait disparu. Ce vide est trop pur, dit-elle. Le vide n'est jamais aussi pur. Les ingénieurs, perplexes, comparèrent cette anomalie à un événement survenu en 2013, lorsqu'un capteur de SOHO avait brièvement éteint ses pixels pour se protéger d'un excès de rayonnement. Mais ici, aucune surcharge n'avait été détectée. Les niveaux de particules étaient stables. Le Soleil, calme. C'était donc l'instrument lui-même qui avait décidé de ne plus voir. Ce n'est pas un dysfonctionnement, conclut Chodas. C'est une réaction. À Paris, Jean-Louis Berthaud, bien que malade, reçut les rapports de Kemmerer. Il lut en silence, puis dicta une phrase à son assistant. Quand la lumière se tait, ce n'est pas qu'elle meurt, c'est qu'elle a trouvé une raison de se protéger. Son message, transmis aux équipes du CNRS, circula anonymement. Certains y virent une métaphore, d'autres, une description exacte de ce qu'ils observaient. Pendant les 72 heures suivantes, le phénomène se reproduisit sur les enregistrements de Parker Solar Probe. Un bloc complet de données 47 minutes. Encore. Devenait inutilisable. Pas d'erreur de transmission, pas d'interférence solaire, juste une disparition impeccable, comme si le temps lui-même avait décidé de se taire. Nour Rawafi, le directeur scientifique de la mission, écrivit dans son carnet personnel. Ce n'est pas le soleil qui se protège, c'est la perception humaine qui s'efface à son approche. Les médias ne furent pas informés, mais à huis clos, dans les réunions internes de la NASA, un terme nouveau apparut dans les documents techniques. Phénomène de cohérence nulle. Un code poli pour désigner l'incompréhensible. Sarah Gibson tenta une approche différente. Elle convertit les trames vides en signaux audio. Le résultat fut un souffle constant, sans modulation, jusqu'à ce qu'un ingénieur amplifie les basses fréquences. Alors, un motif émergea. Une pulsation lente, régulière. Toutes les 22 minutes. Encore. C'est la même signature que la dernière fois, dit-elle. Même quand la lumière disparaît, elle continue de battre. Au CNRS, Kemmerer observa une corrélation entre les vides des capteurs et de légères variations dans le flux d'hydrogène interplanétaire. Les régions d'espace autour d'Atlas semblaient littéralement se vider de particules. Pas une explosion, pas une absorption. Une désactivation, comme si la matière se souvenait d'avoir été regardée et refusait d'exister encore. La lumière a peut être un instinct, murmura Theil. Un instinct d'effacement.
Avi Loeb, à Harvard, publia un court article dans Nature Astronomy. Quand un système d'observation détecte le vide comme phénomène stable, cela signifie que l'espace a changé d'état. L'absence devient une donnée. Ce que nous appelons rien, c'est la mémoire du tout. Ses pairs jugèrent le texte trop poétique pour être scientifique. Mais pour ceux qui suivaient l'affaire depuis le début, chaque mot semblait exact. Le 27 octobre, un message confidentiel circula entre les équipes du JPL et de la NASA. Données réécrites automatiquement par les serveurs, les fichiers blancs se régénèrent après suppression. Les ingénieurs effacèrent les trames vides. 12 heures plus tard, elles réapparurent, même nom, même poids, même signature temporelle. Un vide qui refuse de disparaître. C'est la première fois que l'absence se comporte comme un organisme, dit un technicien. Le narrateur reprend, sa voix presque éteinte. Nous pensions que la science cherchait à combler le vide, mais le vide, lui, cherche à rester intact. Il ne fuit pas notre regard, il le corrige. Le 28 octobre, Sarah Gibson conclut son rapport interne. Aucune donnée exploitable, mais une cohérence persistante dans la disparition elle-même. La lumière ne s'éteint pas, elle choisit le blanc. Et dans la salle obscure du Goddard Center, les chercheurs regardèrent cette blancheur infinie s'étendre sur leurs écrans. Ce n'était plus une erreur, c'était une esthétique, une forme d'ordre, une beauté terrifiante. Les données fantômes, dit le narrateur, ne sont pas des ombres numériques. Ce sont les empreintes de la lumière lorsqu'elle décide d'oublier. Le 29 octobre 2025, à 5h12 UTC, les antennes du Deep Space Network détectèrent une oscillation faible mais régulière dans les flux de transmission de la Parker Solar Probe. Un motif répétitif, discret, presque trop ordonné pour appartenir au bruit cosmique. Une pulsation, toutes les 22 minutes. Ce n'était pas la première fois que cette fréquence apparaissait. Elle avait déjà hanté les spectres lumineux de 3i, divisés par Atlas, les trames blanches du SUHO et les vides organisés des fichiers de la NASA. Mais cette fois, le signal persistait alors même que la comète n'était plus visible. « Elle est partie », dit Paul Kodas. Mais son rythme reste. Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, décida d'en extraire la structure harmonique. Elle transforma les données en sons. Le bruit du soleil se mit à parler. Un souffle d'abord, puis une onde grave, pulsée, qui s'élevait et retombait comme une respiration. Ce n'est pas un signal, c'est une respiration. Le laboratoire resta silencieux. Les ingénieurs, d'ordinaire sceptiques, écoutaient. La pièce vibrait doucement, comme si le son remplissait un espace qu'ils ne savaient pas encore nommer. À Paris, Éric Kéméré chercha une explication plus concrète. Il corréla la pulsation à l'activité du vent solaire. Mais le rythme persistait, indépendamment des variations magnétiques. Aucune tempête, aucune onde d'Alven connue ne pouvait justifier une telle régularité. Le soleil ne bat pas si lentement, dit-il. Alors quoi ? Avi Loeb, de Harvard, proposa une hypothèse théorique. Ce que vous appelez pulsation, c'est être une structure d'auto-organisation du plasma, une mémoire du champ électromagnétique, comme une empreinte de la conscience énergétique. Ces mots furent jugés trop philosophiques pour un article scientifique. Mais le narrateur, lui, les nota, parce qu'il résonnait avec quelque chose d'intime. Cette idée que l'univers, dans ses rythmes les plus froids, cache encore le battement d'un cœur. Noor Rawafi, observant les relevés de la Parker Solar Probe, remarqua un décalage subtil. Chaque pulsation semblait précéder une micro-variation dans le flux solaire. Comme si le signal venait avant la cause, le soleil répondait à une question posée dans le futur. « Le battement précède la lumière », écrivit-il. C'est comme un souvenir inversé. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas fit une expérience mentale. Il superposa la pulsation de 22 minutes
à celle des résonances de Schumann. Les ondes électromagnétiques naturelles de la Terre, celles qui vibrent à 7,83 Hz dans notre atmosphère. Le rapport entre les deux rythmes formait une suite. 1, 618, le nombre d'or. Même le silence obéit à une esthétique, dit-il. Sarah Gibson enregistra le son de la pulsation dans une salle anéchoïque, puis elle le ralentit 60 fois. Le souffle devint une suite de battements graves, presque humains. Entre chaque pulsation, un creux parfaitement régulier, un espace vide, comme une attente. Ce n'est pas un code, dit-elle, c'est une syntaxe. Pendant ce temps, Kemmerer contacta Jean-Louis Berthaud, lui envoya les spectres convertis en courbes lumineuses. Le vieil homme répondit par une phrase simple. « Ce que vous entendez, c'est le langage de la lumière quand elle rêve. » Une phrase poétique, sans valeur scientifique, mais que tous gardèrent en mémoire. À Harvard, Avi Loeb poussa la métaphore plus loin. L'information ne disparaît jamais. Si la comète est partie, alors cette pulsation est sa trace holographique, une rémanence, comme la conscience résiduelle d'un système éteint. Une conscience résiduelle. Les mots flottèrent, dangereux, car ils transformaient la physique en métaphysique. Les chercheurs se divisèrent. Certains y voyaient un hasard mathématique, d'autres un langage. Mais tous étaient d'accord sur un point. La fréquence ne provenait pas d'un bruit humain. Aucune interférence terrestre, aucune émission connue. Et plus étrange encore, lorsque la Parker Solar Probe cessa de transmettre, la pulsation continua d'être détectée. Par les capteurs terrestres, le signal a quitté la machine, nota Chodas. Il a trouvé un autre médium. À Paris, Kemmerer réalisa que le cycle de 22 minutes correspondait à la période d'oscillation d'un champ magnétique stellaire stable, identique à celui détecté jadis dans le nuage moléculaire de Persée. Le même secteur d'où venait 3i, divisé par Atlas. Le rythme n'est pas local, dit-il. Il est galactique. Le narrateur prend le relais. Nous pensions capter une onde, mais une onde n'existe que si quelqu'un l'écoute, et peut être que c'est nous, les émetteurs. Il marque une pause, comme pour laisser l'espace respirer. Si la lumière garde le souvenir de chaque regard posé sur elle, alors chaque observation devient une prière que le cosmos nous renvoie sous forme de battement. Le 1er novembre, les instruments du Solar Orbiter captèrent la dernière itération de la fréquence. Puis, plus rien. Un silence pur, comme si le cœur s'était arrêté de battre. Sarah Gibson regarda les relevés et murmura. Le rythme s'est arrêté, mais je crois que ce n'est pas lui qui s'est tu. C'est nous qui avons cessé d'écouter. Le narrateur conclut d'une voix calme, presque humaine. Toutes les 22 minutes, le soleil battait, la lumière se souvenait et le vide respirait. Peut être que ce battement ne venait pas du ciel. Peut être qu'il venait de nous. Le 3 novembre 2025, les calculateurs du Jet Propulsion Laboratory publièrent enfin la version finale de la trajectoire de 3i divisée par Atlas. Tout semblait impeccable. Une orbite hyperbolique, une vitesse de sortie conforme à la mécanique newtonienne, une courbe parfaite, mais cette perfection, justement, troubla les chercheurs. Les résidus d'erreur orbitale, ces petites fluctuations que l'on attend toujours d'un corps naturel, avaient disparu. Zéro dispersion. Zéro dérive, une exactitude mathématique qui ressemblait plus à un design qu'à une dynamique. Une comète n'est pas un satellite, dit Paul Chodas, pensif. Mais celle-ci se comporte comme si quelqu'un l'avait programmée. Au Naval Research Laboratory, Karl Batham superposa les orbites de Oumuamua, 2i divisé par Borisov et 3i divisé par Atlas. 3 objets interstellaires, 3 siècles d'écart, mais une direction identique. Le bras spiral de Persée. Même inclinaison, même axe galactique, comme si tous provenaient d'un même plan invisible. 3 trajectoires, 3 siècles, une seule ligne, murmura Théil.
Soit l'univers a un goût pour la symétrie, soit il se moque de nous. Sarah Gibson, au Goddard Space Flight Center, tenta une modélisation magnétique. Elle nota une coïncidence troublante. L'inclinaison orbitale de 3i divisée par Atlas était identique à celle du champ solaire lors de son inversion de polarité. Une coïncidence d'1 sur 1 milliard. C'est comme si l'objet suivait la respiration du soleil, dit-elle. Cette phrase resta dans les rapports entre guillemets, comme un vestige d'hésitation poétique dans un document scientifique. À Paris, Éric Kémeret calculait la probabilité qu'un corps interstellaire adopte une trajectoire aussi parfaitement alignée avec le plan de l'écliptique. Il tomba sur un chiffre minuscule. 0, 0, 0, 0, un 9%, moins que la chance d'être frappé par un astéroïde et de survivre. Si c'est un hasard, écrivit-il, alors le hasard est un ingénieur. Pendant ce temps, Avi Loeb, à Harvard, reprit la parole publiquement. Son article, intitulé La symétrie de l'impossible, proposait une idée dérangeante. Et si ces trajectoires identiques n'étaient pas la conséquence du hasard, mais la signature d'une structure spatiale cachée, un réseau gravitationnel, un fil invisible reliant les systèmes stellaires entre eux, certains astronomes y virent une hérésie, d'autres un écho des travaux anciens d'Einstein sur la géométrie du vide. L'univers pourrait être une architecture qui se répète, non pas pour des raisons mécaniques, mais esthétiques, ajouta Loeb. Noor Rawafi, de la Parker Solar Probe, observa un détail encore plus troublant. Les 3 objets interstellaires détectés à ce jour Oumuamua, Borisov et Atlas avaient tous généré une légère variation dans le flux de plasma solaire. Chaque fois, un affaiblissement temporaire du champ magnétique, comme si le Soleil reconnaissait un motif familier. On dirait qu'il se souvient, nota-t il simplement. Au CNRS, Kémeret confronta les données du Swan à celles de Parker. Il traça un graphique où les 3 anomalies solaires se superposaient. Les courbes, parfaites, formaient une spirale de Fibonacci, le même motif que celui observé dans les galaxies, les coquillages et la croissance des plantes sur Terre. La nature répète ce qu'elle aime, dit-il, même quand elle prétend improviser. Sarah Gibson compara les valeurs angulaires avec la rotation de la Terre. À chaque passage d'Atlas, les oscillations géomagnétiques terrestres présentaient un micro-ralentissement. Rien d'alarmant, mais suffisant pour troubler les esprits. Ce n'est pas le Soleil qui réagit, dit-elle. C'est tout le système solaire qui respire à l'unisson. Les chercheurs se divisèrent encore davantage. Pour certains, la symétrie n'était qu'une illusion, un biais cognitif cherchant un sens dans le chaos. Pour d'autres, c'était un langage, une phrase écrite dans le vide. Le narrateur murmure. La symétrie, c'est la façon qu'a le hasard de se rendre acceptable, une politesse mathématique offerte à ceux qui ont peur du vide. Un soir, Paul Chodas fit tourner une dernière simulation. Il introduisit une infime variation dans l'équation, un décalage d'un seul 10 millième de degré. Alors, les 3 trajectoires se désalignèrent brutalement, comme si l'univers refusait la moindre imperfection. « Il ne veut pas de désordre, murmura Théil, ou peu, être qu'il n'en a jamais eu. » À Paris, Jean-Louis Berthaud, cloué au lit, recevait les comptes rendus de ses collègues. Il dicta une seule phrase à son assistant. « L'univers n'est pas symétrique. C'est notre regard qui se reflète dans ses miroirs. » Cette phrase fut transmise à Kémeret, puis au Goddard, puis à Harvard. Tous la lurent en silence, parce qu'elle disait, en quelques mots, ce qu'aucun modèle ne pouvait expliquer. Le narrateur reprend, sa voix lente, presque méditative. 3 ombres, 3 feux, 3 battements, 3 lignes. Rien, dans la nature, ne persiste sans intention. Si la symétrie est une illusion, alors c'est une illusion
que l'univers s'obstine à entretenir. Et au fond de l'écran, une image du soleil apparaît, ses lignes magnétiques formant des spirales parfaites. Un ordre dans la furie, une géométrie dans la flamme. La voix conclut doucement. La symétrie de l'impossible, ce n'est pas la preuve d'une présence étrangère. C'est la trace d'un univers qui se souvient encore d'avoir été pensé. Le 6 novembre 2025, au Goddard Space Flight Center, les spectromètres du Solar Orbiter révélèrent un détail que personne n'avait anticipé. Les oscillations lumineuses, observées autour de 3i, divisées par Atlas, suivaient un motif mathématique répétitif, non pas une fréquence chaotique, comme on s'y attendrait d'un corps naturel, mais une succession ordonnée de pics et de creux, disposés selon une progression harmonique. Sarah Gibson, qui analysait les données, le nota la première. Les intensités forment une suite logarithmique, exactement comme dans les structures biologiques. En superposant le signal à une spirale de Fibonacci, elle constata que les points coïncidaient. Chaque impulsion lumineuse répondait à la précédente avec un rapport constant. 1. 618. Le nombre d'or. Éric Kémeret, au CNRS divisé par l'Atmos, confirma la découverte. Il fit un parallèle avec les courbes d'émission observées dans certaines nébuleuses planétaires, où la matière s'organise naturellement selon des proportions géométriques. Mais ici, la précision dépassait la tolérance naturelle. C'était trop juste, trop élégant. Une lumière qui parle en ratios, c'est une lumière qui compte, dit-il. Les chercheurs tentèrent de reproduire la séquence avec des modèles physiques classiques. Aucun n'y parvint. Les interférences du plasma, les turbulences, la diffraction, rien n'expliquait une telle cohérence. Les variations semblaient dictées par une syntaxe invisible. Paul Chodas, au Jet Propulsion Laboratory, écrivit dans son rapport « Ce que nous observons n'est pas une lumière émise, mais une lumière écrite. » Pendant ce temps, Avi Loeb, à Harvard, reçut les données par transfert sécurisé. Il passa la nuit à les étudier. Au petit matin, il publia un court commentaire. La nature ne connaît pas le hasard quand elle parle en géométrie. Si ce motif est réel, alors la lumière elle-même est un alphabet. Ses pairs restèrent sceptiques, mais certains commencèrent à l'écouter, car la précision du rapport doré ne laissait aucune place au doute. Sarah Gibson convertit la séquence lumineuse en ondes sonores. Elle entendit une série de pulsations, douces, régulières, séparées par des silences ordonnés. Le résultat évoquait une respiration lente, puis une pause, comme si la lumière marquait une ponctuation. « Ce n'est pas un signal, c'est une phrase, » dit-elle. À Paris, Jean-Louis Berthaud, très affaibli, suivait les échanges de ses collègues. Il dicta une note simple à Kémeret. « Depuis toujours, nous avons cru que la lumière portait la vérité. Et si, depuis le début, elle portait juste une intention ?» Nour Rawafi, depuis la Parker Solar Probe, fit une observation parallèle. À chaque fois que la pulsation lumineuse atteignait un pic, le flux de particules solaires se stabilisait. Comme si le Soleil écoutait. Il répond à son propre langage, écrivit-il. Les chercheurs commencèrent alors à parler d'un phénomène nouveau, la syntaxe photonique, une hypothèse, selon laquelle certaines fréquences de lumière pourraient interagir entre elles de manière ordonnée, comme des mots dans une phrase cosmique. Le narrateur murmure. Et si la lumière ne nous révélait pas le monde, mais se révélait elle-même à travers le monde? Les données furent ensuite corrélées avec d'autres archives. Dans les émissions de radio du Voyageur 1, une modulation identique apparut 48 heures après le passage de 3i divisé par ATLAS. Le même motif, la même syntaxe, comme si la lumière s'était propagée, portant avec elle la structure d'un langage ancien, un code commun à tout ce qui brille. À Harvard, Avi Loeb fit une analogie audacieuse. Si le cosmos est un texte, alors le soleil en est l'encre, et 3i divisé par Atlas, la main qui écrit. Ses étudiants rirent doucement, mais il ne sourit pas, car il savait que la phrase
poétique ou non, décrivait quelque chose de vrai, une cohérence qui dépassait la matière. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas tenta de décoder la suite numérique. Il remplaça chaque rapport lumineux par une note. La mélodie qui en résulta était étrange, presque familière, une progression ascendante, suivie d'un intervalle parfait, puis d'une chute douce. Une phrase musicale close sur elle-même, comme un souffle qui s'éteint. « Ce n'est pas un rare, dit-il, c'est une grammaire. » Le narrateur reprend. « Si la lumière a un langage, alors tout ce que nous voyons n'est qu'une traduction. Les étoiles ne brillent pas, elles se souviennent. » Il fait une pause, puis ajoute, plus bas, « Nous avons passé des siècles à croire que la vérité se cachait dans l'ombre, mais peut être qu'elle était dans la syntaxe du visible. » Le 8 novembre, les serveurs du CNRS enregistrèrent un phénomène inattendu. La pulsation lumineuse s'interrompit. Puis, une dernière séquence apparut. Une série de 8 impulsions rapides, puis un silence prolongé. Le code semblait se refermer sur lui-même. Eric Kemmerer nota simplement « Elle a mis un point final ». Et quelque part, entre la dernière pulsation et le premier silence, les chercheurs crurent entendre, non pas une réponse, mais une phrase suspendue. Tout ce que la lumière écrit, c'est le souvenir de ce qu'elle ne veut pas effacer. Le 12 novembre 2025, 3i divisé par Atlas avait quitté le champ des instruments. Plus rien à observer. Plus d'éclat, plus de trajectoires mesurables. Mais dans le vide qu'elle laissait derrière elle, quelque chose persistait. Une trace invisible, comme une empreinte thermique sur un drap froid. Les détecteurs du Solar Orbiter signalèrent une anomalie légère mais stable, une dépression du flux de plasma, une absence d'énergie qui refusait de se dissiper. Un vide qui se maintient. Ce n'était pas une perte, c'était une structure. C'est une absence organisée, dit Sarah Gibson. Une mémoire du vide. Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas observa les graphes. Le spectre du champ magnétique local oscillait, mais autour de zéro, comme si la nature hésitait entre deux états. Un équilibre fragile, parfait. Une respiration arrêtée. Même le vide respire, murmura-t-il. Mais cette fois, il retient son souffle. À Paris, Eric Kemmerer compara ces données avec celles du Swan. Les régions traversées par la comète présentaient une densité d'hydrogène plus faible, une raréfaction régulière, impossible à expliquer par un phénomène naturel, comme si la matière s'était retirée elle-même de l'équation. Ce n'est pas une ombre, nota-t-il, c'est un souvenir. Il appela ça l'empreinte négative, un vide qui conserve la forme de ce qu'il a traversé. Noor Rawafi, depuis la Parker Solar Probe, fit une observation similaire. Les capteurs avaient enregistré une onde lente, un murmure magnétique qui se propageait à travers le vent solaire. L'amplitude était faible, mais la fréquence, elle, était familière, 22 minutes. Encore elle, la pulsation du rien. Même le silence garde le rythme, dit Rawafi. Avi Loeb, à Harvard, réagit à la nouvelle. Il publia un court essai, intitulé « La mémoire du néant ». Nous croyons que le vide est absence, mais il est simplement la trace de ce qui a choisi de partir. Rien n'est jamais vraiment perdu, seulement conservé dans une forme que nous ne savons pas encore lire. Les physiciens rirent doucement, mais les astronomes, eux, restèrent pensifs, car le vide, désormais, semblait avoir un comportement. Les serveurs du CNRS enregistrèrent bientôt un autre phénomène. Les zones de vide autour du Soleil formaient des sphères parfaitement symétriques. Pas de turbulence, pas d'aléatoire, une géométrie du silence, un ordre dans l'absence. L'univers se souvient par omission, écrivit Kemmerer. Il n'efface pas, il archive dans le néant. Un soir, Sarah Gibson resta seule dans le laboratoire. Elle ouvrit les trames les plus récentes de Soho. Rien que du noir. Mais dans ce noir, elle crut voir une variation minuscule, comme une respiration lente, un halo qui battait au loin.
La comète est partie, murmura TL. Mais le vide, lui, continue de nous regarder. À Paris, Jean-Louis Berthaud, de plus en plus faible, envoya un dernier message à Kémeret. Ne cherche pas ce que le vide cache. Demande-toi ce qu'il protège. Quelques heures plus tard, il mourut dans son sommeil. Et au même moment, les instruments de Parker détectèrent un bref changement dans le champ électrique du Soleil. Une micro-oscillation. Un clin d'œil du néant. Paul Chodas fit une remarque étrange dans son rapport final. Ce vide est stable, mais pas mort. Il se comporte comme s'il attendait quelque chose. Peut être nous. Le narrateur reprend, d'une voix lente, presque chuchotée. Nous pensions que la peur du vide venait du besoin d'y mettre quelque chose. Mais peut être vient-elle du pressentiment qu'il nous écoute. Il marque une pause, puis poursuit. Chaque fois que nous regardons le ciel, le vide s'ajuste, comme s'il se souvenait de notre regard. Le silence n'est pas absence de son, c'est le son de ce qui refuse de disparaître. Au Jet Propulsion Laboratory, Chodas regarda les données une dernière fois. Les lignes du champ solaire s'entremêlaient, formant des boucles parfaites autour de la zone laissée par la comète. Un vide entouré de symétrie. Une absence vénérée par la lumière. Même le soleil lui fait de la place, dit-il doucement. Le 15 novembre, Avilob reçut un email sans signature contenant une phrase unique. Le vide n'est pas un endroit. C'est une mémoire qui se repose. Il ne sut jamais qui l'avait écrit. Mais il le cita dans sa conférence suivante à Harvard comme une épitaphe du cosmos. Le narrateur conclut. Nous appelons cela vide. Mais le vide est plein, plein de tout ce que la lumière a choisi de taire. Nous avons peur du néant, parce qu'il contient nos propres traces. Ce que nous regardons là-haut, ce n'est pas le silence du ciel, c'est notre écho. Le 20 novembre 2025, la NASA déclara la mission d'observation de 3I, divisée par Atlas, officiellement close. Le dossier fut archivé, les serveurs réinitialisés et les derniers relevés, classés sous la mention discrète « No Anomaly Detected », un mensonge bureaucratique, ou peut être une manière polie de dire « Nous n'avons plus les mots ». Au Jet Propulsion Laboratory, Paul Chodas relut les rapports pour la dernière fois. Il s'arrêta sur une note personnelle laissée en marge. Le soleil n'a rien dit, mais il a écouté. Il resta longtemps immobile, devant les lignes parfaites des orbites, ses équations closes sur elles-mêmes, comme des prières mathématiques. Puis il éteignit son écran. « On croit que la vérité est dans les chiffres, » murmura-t-il. Mais les chiffres ne disent que ce qu'on leur permet. À Paris, Éric Kémeret compila les données finales du SWAN. Une légère baisse de luminosité persistait encore dans la couronne solaire. Faible, stable, obstiné, comme une cicatrice que la lumière refuse de guérir. Il appela cela la trace froide. Ce n'est pas un résidu, c'est une empreinte volontaire, dit-il. Au Goddard Space Flight Center, Sarah Gibson rédigea son rapport de clôture. Elle évita les mots trop lourds. Résonance, pulsation, conscience. Mais dans la dernière ligne, elle glissa une phrase qu'aucun protocole ne pouvait effacer. Peut être que la lumière n'éclaire pas pour être vue, mais pour se souvenir de ce qu'elle a touché. Elle ne l'envoya jamais. Elle la garda comme un secret entre elle et le cosmos. À Harvard, Avilob donna une conférence intitulée « Ce que le soleil n'a pas dit ». Il y reprit calmement tout ce que la science refusait de conclure. Nous avons vu un objet venir. D'ailleurs, traverser le feu sans se dissoudre, parler à la lumière sans émettre un mot, et laisser dans le vide une empreinte stable. Ce n'est pas une preuve d'intelligence étrangère. C'est une preuve que notre intelligence a encore des angles morts. Puis, après un long silence, il ajouta « Le mystère n'est pas dans le ciel, il est dans le besoin que nous avons d'y trouver un sens. » Le 24 novembre, la Parker Solar Probe envoya une dernière séquence de mesures avant de passer derrière le Soleil. Un éclat bref, isolé,
une impulsion lumineuse qui dura moins d'un millième de seconde. Mais son spectre contenait à nouveau le ratio 1,618, le nombre d'or. Nour Rawafi, en analysant les données, nota « C'est comme si le soleil avait signé son œuvre ». Le narrateur reprend, d'une voix basse, presque éteinte. « Pendant des mois, nous avons cherché des preuves. Nous avons suivi les ombres, mesuré les battements, compté les silences. Et tout ce temps, la réponse était là, dans la lumière elle-même, patiente, entière, indéchiffrée. » Il s'interrompt, puis continue plus lentement, comme s'il parlait à lui-même. Nous pensions que la vérité était cachée dans le noir, mais la lumière aussi ment. Pas pour tromper, mais pour nous protéger. À Paris, Kemmerer retourna au laboratoire vide. Il alluma un projecteur et pointa un rayon contre un miroir. La lumière rebondit, puis se dispersa dans la pièce, invisible, omniprésente. Il pensa à Berthaud, à Gibson, à Loeb, à Rawafi, à Chaudas, et murmura « Nous avons cherché des signes. Peut-être étions-nous les signes. » À la NASA, les écrans s'éteignirent les uns après les autres. Mais dans un coin du serveur, un fichier refit surface, non daté, non signé. Juste une séquence de 8 impulsions, puis un silence. La même structure que celle enregistrée le 8 novembre. « Elle a mis un point final », dit Gibson. Et nous avons continué à écrire. Le narrateur conclut, sa voix se fondant dans le vide sonore. Ce que la lumière cache, ce n'est pas un secret, c'est notre propre reflet, trop brûlant pour être vu. Nous appelons cela le soleil. Mais être que c'est seulement la mémoire du monde, se souvenant d'avoir un jour été observé. Il marque une dernière pause, un souffle, une fin suspendue, et si la lumière nous regarde encore, alors tout ce que nous avons mesuré, tout ce que nous avons cru comprendre, n'était pas la science, mais une conversation,